Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, dans Métamorphose, mon invitée est auteure et fondatrice de l'entreprise Amatera Création, spécialisée dans l'upcycling de produits en tissu du quotidien et le zéro déchet. Elle va nous guider pas à pas pour ne pas se noyer dans un verre d'eau et nous aider à réduire nos déchets avec des moyens simples et efficaces. Elle est aussi auteure d'un livre aux éditions Erol, 3 semaines pour diminuer mes déchets avec 50 fiches simples et efficaces pour enclencher un processus durable. Je suis absolument ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose ma chère amie Marie Touffet. Bonjour Marie. Bonjour Anne. Alors comment est-ce que tu en es venue à cette philosophie du zéro déchet dans ton histoire ? Eh bien, tout simplement écologiquement. C'est-à-dire que l'écologie a toujours été une part de ma vie, une conscience depuis, je dirais, l'adolescence. Et en fait, petit à petit, de l'écologie, du bien-être, de la nourriture, je suis arrivée au zéro déchet. D'accord. Ça fait combien de temps à peu près ? Vraiment, la conscience des déchets, peut-être une petite dizaine d'années, sans doute. Et vraiment, dans mon quotidien, à peu près 2 ans. Alors je précise que vous êtes une famille de 4 personnes avec 2 enfants, dont un qui est grand maintenant, qui est étudiant, mais voilà, pour situer un peu le contexte familial. Oui. Alors rappelle-nous quel est l'impact des déchets pour la planète. C'est quand même important de resituer un peu dans le contexte global. Ça représente combien à peu près ? Moi, je trouve qu'un chiffre qui est toujours très parlant et facile à retenir, c'est 20 milliards. Alors 20 milliards, c'est le nombre de plastiques qui occupent à peu près nos océans à l'heure actuelle. Ça correspond à 5 continents de la taille de 6 fois la France. Donc je pense que ça, c'est assez parlant tout de suite. Ça, c'est en nombre de plastiques ? Oui, nombre d'objets plastiques. D'accord, 20 milliards d'objets plastiques. Oui, sans compter que maintenant, ces objets ont été réduits en particules et ils sont dispersés dans notre sable, dans nos sables en fait de nos plages, tout simplement. Oui. Alors pourquoi c'est un sujet qui nous met un peu la pression et pourquoi est-ce que finalement on a du mal à se mettre en route sur ce sujet-là ? Je pense qu'aujourd'hui, on vit une forme d'anxiété écologique, c'est-à-dire qu'on nous met une pression au niveau du temps par rapport au réchauffement climatique, par rapport à nos attitudes de consommateurs. Et effectivement, ça met une pression pour les personnes qui sont désireux de participer à ce changement, mais qui ne savent pas toujours par où commencer. Et en fait, quelquefois, paniquent et ne font rien. En fait, ils sont dans un espace de choc et d'attente. Oui, un peu comme de la stupéfaction. Toi, tu dis qu'il faut démarrer doucement, c'est-à-dire justement sans se mettre trop la pression. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire et par quoi commencer finalement ? Alors moi, je conseille toujours de commencer par quelque chose de très simple. Alors, par exemple, si ce n'est pas déjà fait, c'est peut-être mettre un stop pub au niveau de sa boîte aux lettres. Ça paraît complètement simple, mais ça réduit effectivement déjà tout de suite un grand nombre de déchets. Après, il y a aussi les bouteilles en plastique. J'arrête d'acheter par habitude des bouteilles en plastique. Soit j'achète des bouteilles en verre, ou soit je passe par un autre système, c'est-à-dire que ça peut être un système de filtre sur son robinet ou une carafe filtrante qui déjà limite tout de suite un grand nombre de déchets. Alors c'est vrai que dans ton livre, 3 semaines pour diminuer ces déchets, puisque c'est vraiment le parti pris du slow déchet à travers déjà la diminution avant d'arriver au zéro déchet en tant que tel, ce qui est quand même très difficile. C'est vrai que quand on pense à Bea Johnson avec son bocal par an, ça peut faire peur. On parlait de se mettre la pression, mais moi en tout cas le bocal de Bea, il me met la pression. Tout à fait. Alors que toi, tu dis, si déjà on diminue très fortement, on a un impact qui est énorme. Il faut vraiment commencer par cette conscience de diminuer avant de se dire on arrive au bocal. Tout à fait. Moi, je pense que dans tout processus, c'est vraiment enclencher un processus. Et c'est être conscient de notre façon dans le cas du zéro déchet, notre façon justement de gérer nos déchets au quotidien. Observer, choisir un défi, un challenge, une action, et puis observer ce que cette action a comme impact dans notre quotidien, et
naturellement, une action en amène une autre, et après, ça devient beaucoup plus facile de réduire drastiquement ces déchets, en fait. Oui. Toi, dans ton livre, tu as conçu justement sous forme de défis et tu proposes des challenges. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme exemple de challenge par lequel on peut commencer? Par exemple, on peut prendre 2 exemples plutôt débutants et puis plutôt un peu plus confirmés. Oui. Alors bon, l'exemple, la bouteille en plastique, moi je trouve que c'est parlant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup et on se contente de se dire que c'est pas grave, elle sera recyclée, alors que le recyclage, ça amène d'autres problématiques au niveau des déchets. Donc du coup, le niveau 1, ce serait de se dire j'arrête d'acheter des bouteilles en plastique dans mon quotidien à la maison, mais lorsque je sors, je me permets d'acheter de temps en temps une bouteille en plastique sans une grande culpabilité. Et le niveau 2, c'est vraiment s'équiper et être vraiment conscient et se dire non, stop, je n'achète plus de bouteilles en plastique. Donc si je ne peux pas acheter une bouteille en verre, eh bien je me passe de cet achat. Bon, c'est vrai qu'il y a des cas où ça peut être compliqué. Complètement. Parce qu'on peut avoir une gourde, mais on peut pas toujours avoir la possibilité de la remplir facilement, typiquement. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une fois que l'habitude est prise, c'est étonnant les solutions qu'on peut trouver autour. On trouve des solutions en fait. On peut toujours contourner plus ou moins le problème. Et si 1 fois, 2 fois par an, on n'arrive pas à le contourner, c'est ok. D'accord. C'est vraiment. Alors, on va revenir peut-être sur les étapes effectivement de coaching, mais toi, tu dis c'est bien de commencer par un grand désencombrement, de commencer par là quand on veut démarrer le 0 déchet, de voir d'abord ce qu'il y a dans la maison et ce dont on n'a plus besoin. C'est important de commencer par ça. Oui, moi je pense que c'est vraiment important. J'ai hésité à le faire parce que pour certaines personnes, ça peut être monumental comme tâche et ça peut faire peur. Mais je pense que dans le cadre du 0 déchet, ça amène beaucoup de réflexion, beaucoup d'observation et beaucoup d'outils qui permettent d'avancer dans le processus. Donc le désencombrement, c'est je nettoie ma maison, je trie, j'acte consciemment pour un changement, donc je me prépare à ce changement et après, une fois qu'on a désencombré, qu'on a vraiment chez soi ce qui nous paraît acceptable pour passer à l'action, il est beaucoup plus facile de refuser un objet parce que du coup, il est beaucoup plus visible dès qu'il revient, dès qu'il y a quelque chose qui revient, on se exactement, dit, je désencombre, quoi. Exactement. Et même si on fait des erreurs, c'est pas grave, mais au moins on est tout de suite conscient qu'on a fait cette erreur-là. Alors comment est-ce qu'on fait un grand tri, un désencombrement? Comment ça s'organise dans le quotidien? Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a la technique de pièce par pièce ou par une thématique. C'est-à-dire que je fais mes vêtements, je prends tous les vêtements de toute la maison, je les rassemble dans une pièce et ensuite je fais le tri de ces vêtements et je décide ce que je garde, ce que je jette, ce que je garde pour un moment. Il y a toujours des compromis possibles. Bien sûr. Voilà. Ou alors, pièce par pièce. Et du coup, on observe dans la pièce les choses qui vont dans cette pièce. Et si l'objet n'a pas sa place dans cette pièce-là, on le met dans la bonne pièce et ensuite on rassemble donc de pièce en pièce ces objets-là et on prend là une chose assez facile à faire, si on hésite, c'est de regarder l'objet et de se poser 3 questions. Est-ce qu'il m'est utile? Oui ou non? Et s'il m'est pas utile, est-ce qu'il m'apporte du plaisir, de la joie dans mon quotidien? Et donc ça permet, ne serait-ce que ces 2 questions, de faire un choix assez facile. Oui. Voilà. Et il y a des options, hein. Si un objet qu'on n'a pas besoin, qui nous donne de la joie, mais qui est encombrant, il y a l'option photo. On peut prendre cet objet en photo et se dire, bon, il reste quand même dans une mémoire numérique accessible. Ouais, quelque part. Ouais. Par quelle pièce on commence idéalement, ce désencombrement? Alors ça, c'est assez personnel. Moi, je trouve que la cuisine est un bon point de départ au niveau des déchets. Je trouve que c'est assez logique. C'est un endroit où on peut assez facilement amener et jeter ses déchets. Donc du coup, c'est un endroit qui est assez clé. Oui. Alors, ce qui fait parfois un peu peur dans cette démarche 0 déchet, c'est qu'on a l'impression qu'il faut être à fond dans le do it yourself, que si on n'est pas extrêmement manuel ou si on n'est pas prêt à se remettre en cuisine, à faire ses cosmétiques soi-même, etc., on va pas y arriver. Est-ce que c'est vrai qu'il faut quand même à un moment donné faire cet effort de faire un peu de se remettre à des techniques plus manuelles, par exemple fabriquer sa lessive, etc., où il y a une demi-mesure
Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Alors moi franchement, il y a vraiment une demi-mesure et je dirais que le principal, c'est d'enclencher le processus et que si on n'est pas du tout manuel ou ça nous fait peur, on n'a pas envie de faire de recettes, c'est tout à fait possible de diminuer ses déchets. Et ça veut dire qu'on passe par un autre mode de consommation. Et déjà se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'acheter ce produit? Là aussi, c'est un peu comme le tri. Et si j'en ai besoin, quelles sont les solutions pour acheter ce produit d'une façon qui est plus écologique, qui est moins néfaste pour la planète, pour l'environnement, tout simplement. Donc, on peut tout à fait se passer de tout le faire soi-même. Hein. Oui. Tout à fait. Quelles seraient un peu les 7 ou 10 règles indispensables pour toi, pour vraiment qui sont aujourd'hui devenues incontournables? Par exemple, on pense au cabas quand on va faire ses courses. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns comme ça, vraiment de facile, mais d'indispensables aujourd'hui? Oui. Alors, pour les courses, effectivement, comme tu l'as bien dit, le cabas, où on met des petits sacs pour faire des courses en vrac. Donc, ça peut être des sacs qu'on récupère chez soi, ou on peut en confectionner, ou on peut en acheter. Et c'est comme le début des cabas. Au début, on les oubliait tout le temps. Hein, et puis maintenant, on y pense beaucoup plus facilement. Mais là, c'est pareil, ce sont des habitudes à adopter. Et puis, après, ça va être acheter des objets dans un contenant de verre. Donc, avoir des contenants de verre accessibles pour pouvoir ranger après ses produits dans sa cuisine. Donc, c'est des petites astuces comme ça qui permettent très très vite de s'équiper facilement en fait dans sa maison. Toi, dans ces gestes et dans ces règles d'or, est-ce que bien faire son tri, ça en fait partie? Ah oui, complètement. Je pense que la poubelle, je l'ai mise en avant dans mon livre et on le retrouve dans tous les conseils au niveau du zéro déchet. C'est très important d'être conscient de sa poubelle de tri, de sa poubelle ménagère. Là, on a vraiment toutes les questions et réponses par rapport à son niveau d'entrée, je dirais, dans le zéro déchet, où on en est, où est-ce qu'on peut améliorer. Je pense que vraiment, c'est très, très porteur de commencer par faire un bon tour d'horizon de sa poubelle ménagère et de sa poubelle de tri. Aujourd'hui, est-ce que le compost, pour toi, est devenu un peu incontournable? Oui, complètement. Déjà, c'est un grand confort parce que un compost, ça veut dire une poubelle ménagère qui ne sent pas. Donc, qu'on soit en appartement ou en maison, c'est très agréable. Et puis c'est très satisfaisant. Une fois qu'on a pris ça, on a mis ça en place. Moi, quand je me déplace dans une autre maison et qui n'a pas de compost, j'ai toujours ce réflexe de me dire ah mince, qu'est-ce que je fais de ça? Ah non, mais pour moi c'est un peu attristant de devoir mettre les déchets dans la poubelle. Je me dis ça aurait pu bénéficier la terre, ça aurait pu bénéficier à une petite poulette. C'est vraiment j'ai toujours cette petite... Tu as des poules chez toi? Oui, j'ai une poule. J'en ai une pour le moment. Et franchement, c'est du bonheur de lui donner ces déchets qu'elle transforme en de bons œufs, qu'elle est très heureuse de nous donner. C'est très agréable. C'est hyper satisfaisant. Très satisfaisant. Et c'est très simple. Oui. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme astuces? On parlait du do it yourself tout à l'heure, qui serait assez simple à mettre en place dans le quotidien, par exemple pour le lave-vaisselle. Voilà, donne-nous des astuces comme ça, des recettes que toi t'aimes bien, qui sont très simples, faciles à mettre en œuvre. Alors, tu parles de lave-vaisselle, donc du coup, moi, ça me vient à l'esprit que c'est peut-être pas la plus facile des portes d'entrée, mais une recette très simple. C'est dans un bocal de mettre du bicarbonate de soude et dans un autre bocal de mettre de l'acide citrique. On trouve ces deux poudres très facilement dans les grandes surfaces, dans les magasins bio. Et on met une cuillère à café de chaque au moment de mettre en route son lave-vaisselle. C'est important de ne pas mélanger ces deux poudres avant de les mettre dans le lave-vaisselle parce que sinon leur action se met en marche avant qu'on en ait besoin. Et pour le coup, ce qui est très important, ce sont de mettre un liquide de rinçage dans votre lave-vaisselle. Alors, ça peut être tout simplement du vinaigre d'alcool. D'accord, du vinaigre blanc. Tout à fait. Ouais. Donc là, c'est très simple. Ça demande aucune préparation. Ça peut être fait sur le moment. Et c'est... alors, je dirais c'est très efficace. Il y a une période d'adaptation par rapport à nos habitudes de consommer des produits qui sont très très efficaces, mais qui sont très nocifs pour l'environnement. Donc il faut juste s'adapter à ça.
Est-ce qu'il y a un coût justement pour passer au zéro déchet? Tout à l'heure, tu parlais des bocaux, de s'équiper. Est-ce qu'il y a quand même un petit investissement de départ à faire? Là, tu parlais d'acheter des produits effectivement nouveaux. Bon, là, c'est plus remplacer des anciens produits par des nouveaux. Mais globalement, est-ce qu'il faut avoir un petit kit de démarrage, je dirais? Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire presque avec très peu de moyens, on peut passer au zéro déchet. Mais l'adaptation par rapport à notre façon de consommer va être différente. Il va falloir s'adapter à le faire différemment. Ouais. Mais les produits de base, si on veut rester simple, sont très peu chers, facilement accessibles. Ils sont même accessibles en vrac, donc on n'a pas besoin d'en acheter des grandes quantités pour démarrer. Et puis, comme je disais, pour s'équiper, on peut tout à fait récupérer des bocaux. On achète des bocaux avec, par exemple, des pois chiches ou des haricots, et on se dit, au lieu de les mettre au recyclage, je les récupère. Donc, du coup, ils ne m'ont pas coûté, ou très peu. Et puis, pour les sacs à vrac, on a tous énormément de petits sacs chez soi qu'on peut utiliser pour démarrer. Et même, on peut prendre un grand sac, aller faire son marché, mettre tous ses légumes dans le même sac. Donc, il y a vraiment des solutions qui coûtent rien. Ou alors on peut vraiment passer dans un équipement peut-être plus joli et peut-être parce qu'on a envie de marquer un petit peu dans ce rite de passage un équipement qui nous met en joie et qui permet d'avoir joli beaucoup. Voilà, tout à fait, qui font de très très jolies cuisines, qui se marient très bien avec le feng shui, les cuisines modernes, éclairées. Donc franchement, je trouve qu'il y a pas besoin de dépenser. Quels seraient les produits justement un peu de base qu'il faudrait acheter? Tout à l'heure, tu parlais du bicarbonate, du vinaigre blanc. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre un peu comme produit de base à avoir et qui pourrait nous servir aussi pour la salle de bain? Alors, les produits de base, donc le bicarbonate de soude, les cristaux de soude, le blanc de meudon. Alors, comment on les utilise, les cristaux de soude, par exemple? Alors, le cristaux de soude, ce sont vraiment plus dans des recettes de lessive pour les murs, les délessives aussi machines. Oui. Elles sont pas à utiliser comme pour tout le simplement linge. Pour le linge. Oui, machine à linge. On peut les utiliser aussi pour la machine à laver. D'accord. Cristaux de soude dans la poudre pour le lave-vaisselle. Mais on va pas les utiliser dans la cosmétique, par exemple. Là, on passe au bicarbonate de soude et ça dépend des recettes. Il est quand même assez abrasif. On peut aussi passer au bicarbonate de calcium, qui est aussi appelé le blanc de meudon. D'accord. Voilà. Après, il y a le savon noir en forme liquide ou solide, le savon de Marseille. Attention, là, de bien choisir un savon de Marseille qui soit idéalement 100% huile d'olive. Ça existe, mais au moins à 70% d'huile d'olive. Et puis, le vinaigre d'alcool, qui est détartrant, qui est assainissant. Franchement, c'est juste incroyable le nombre d'utilités. Le citron, très pratique aussi. Le citron frais ou sous le citron frais, d'huile essentielle? On peut l'utiliser frais, on peut l'utiliser sous forme d'huile essentielle. J'en profite aussi pour faire une petite aparté sur les huiles essentielles. Je suis J'aime beaucoup les huiles essentielles et je trouve qu'elles ont un aspect thérapeutique formidable. Oui. Par contre, attention, parce que je vois des recettes passer sur les blogs, sur les livres, sur le zéro déchet, avec une quantité d'huile essentielle au niveau des produits ménagers qui me semble gastronomique. Vraiment. Non, pas gastronomique. Si. Oui. Catastrophique. Catastrophique, oui, c'est peut-être plus le terme approprié. Et il faut pas oublier que pour fabriquer une huile essentielle, il y a énormément de cultures nécessaires, énormément de kilos de plantes ou de fruits. Oui, c'est un concentré. Oui. C'est un concentré, et quand c'est pas fait en plus dans des normes écologiques, là on est vraiment sur un produit qui est peut-être nocif pour la planète, pour les nappes phréatiques également. Donc à utiliser plutôt dans les cosmétiques et plutôt sur des produits qu'on va mettre sur la peau et qui vont rester sur nous et qui vont pas partir après dans la douche, dans les éviers, dans les canalisations, etc. D'accord. Voilà. Alors, on revient sur nos produits de base. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as envie de mentionner? Alors, pour la cuisine, je crois, pour les produits ménagers, j'ai fait un peu le tour. Pour la cosmétique, il y a les huiles végétales. Oui. Donc là, pour le coup, les huiles essentielles, les eaux florales qui sont beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus douces, surtout pour les enfants, pour les femmes enceintes.
Et ensuite, dans les huiles, les 2 huiles de base, pour moi, c'est l'huile d'olive et l'huile de coco. Donc l'huile de coco, attention là aussi, hein, une huile éthique, bio. Et l'huile d'olive, elle est parfaite à tout point de vue. Hein. Pour en cosmétique, évidemment. En cosmétique, et puis au niveau alimentaire, moins pour le ménage. J'ai une amie algérienne qui utilise énormément l'huile d'olive, notamment l'hiver, pour tout ce qui est gerçure, au niveau des doigts, des mains, des lèvres, etc., qui dit que c'est en fait extraordinaire. C'est un produit tout simple, l'huile d'olive, mais merveilleux. Tout à fait, tout à fait. Huile pour le visage, à mettre, à poser le soir, formidable. J'aimerais quand même qu'on revienne sur le compost. Comment bien démarrer son compost? Tu as dit que c'était extraordinaire. Toi, t'as une poule qui recycle aussi vos déchets. Comment est-ce que même si on est en appartement, on peut démarrer un compost? Est-ce que c'est accessible à tous? Oui. Alors, en appartement, il y a le lombricompost. Donc, avec des verres. Voilà. Alors, en fait, c'est pas du tout effrayant. Hein. C'est très bien conçu et ça marche très bien et ça demande pas beaucoup de place. Et ensuite, on nous demande souvent, mais qu'est-ce que je fais de ce compost? Bon, en appartement, si vous avez des plantes, c'est formidable. Vous pouvez nourrir vos plantes avec ce compost. Et puis, on en tire un liquide, hein, donc c'est très facile à réutiliser. Tout à fait. Tout à fait. Et puis pour des composts de balcon un petit peu plus conséquent, je dirais, ou pour le jardin, il y a plusieurs façons de composter, mais en général, il y a le compostage plus traditionnel, qui est un compost soit fermé, soit ouvert. Donc c'est un tas de déchets du jardin et de la cuisine que l'on met en place et qu'on doit un peu brasser quand même de temps en temps. Ou alors il y a des techniques aussi dans des composts fermés qui sont aussi facilement mises en place. Oui. Et puis il y a aussi le compost de surface, le compostage de surface qui est de plus en plus populaire, qui en fait permet tout simplement de déposer dans notre potager, sur nos potagers, dans notre jardin d'ornement, les restes de la cuisine, les épluchures. Alors après, on peut tout à fait mettre un petit peu de paille dessus si on veut garder un aspect esthétique. Hein. Oui. Et là, du coup, pour le coup, c'est très pratique et c'est ultra simple. C'est ultra simple et ça demande absolument aucune technique. Oui. Bah là, on retrouve vraiment la nature telle qu'elle Exactement. Les feuilles qui tombent de l'arbre se compostent automatiquement, c'est ça. Tout à fait. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'on a vu une grande amélioration chez les Français notamment? Est-ce que tu as des chiffres un peu là-dessus ou des tendances? Est-ce qu'on s'est vraiment amélioré au niveau du zéro déchet ces dernières années? Est-ce que tu as vu vraiment une marge de progression, toi, dans tes recherches? Alors, oui. Alors, on voit tout à fait déjà une grande progression au niveau du vrac. Donc, le vrac, ça veut dire que plus il y a de vrac et plus il y a de gens qui l'utilisent. Hein. Oui. Donc maintenant, dans les supermarchés, on voit une tendance aussi pour pousser dans l'écologie, pour pousser à proposer des solutions pour attirer les personnes qui peut-être décideraient d'utiliser d'autres magasins. Donc c'est peut-être fait dans un aspect marketing, mais bon, en soi, le principal c'est que ça fasse bouger les choses. Donc il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, le nettoyage des plages par exemple chaque année un peu partout, le nettoyage des parcs, il y a beaucoup de partage au niveau de l'internet pour trouver des solutions. Par exemple, si vous arrivez sur un lieu qui a beaucoup de déchets, c'est d'inviter quelques personnes à nettoyer ce lieu une après-midi, se mobiliser, partager sur Facebook ou sur un autre réseau social pour encourager d'autres personnes à le faire. Il y a aussi le plugging, c'est-à-dire le jogging avec un petit sac où on peut ramasser les déchets. Je pense qu'il y a une mobilisation qui se fait avec des solutions assez pratiques. Donc ça me dit aussi que il y a de plus en plus de gens qui sont conscients et qui veulent participer. Et à côté, je vois des choses, surtout en ce moment avec la problématique du masque, des gants jetables, des choses qui m'attristent et qui me disent qu'il y a encore beaucoup de Français qui ne veulent pas se mettre dans cette action-là. Oui, donc il y a vraiment les deux, comme toujours, les deux qui cohabitent, quoi, les deux mouvements. Oui. Toi, le masque, justement, on voit qu'il y a beaucoup de masques qui tombent des poches, les gens les remettent mal. Alors ça peut être soit des masques en tissu, soit des masques jetables. Moi, j'ai pas vu tellement de masques en tissu par terre dans la rue. Par contre, j'ai vu beaucoup de masques jetables. On a l'impression que les gens ont fait justement du do-it-yourself là pendant le confinement, pendant ces périodes de pandémie, et que les masques en tissu se sont quand même pas mal développés.
Oui, alors ça c'est vrai que on le remarque tous autour de nous quand on sort. Il y a beaucoup de masques en tissu. Je pense qu'il y a deux phénomènes, le do it yourself, le fait qu'il manquait de masques et les gens se sont mobilisés pour eux-mêmes et pour d'autres. Mais il y a aussi le confort plus respirant d'un masque en tissu, la conscience écologique, et à côté il y a encore beaucoup de gens qui continuent à utiliser des masques jetables. Effectivement, ça cohabite et bon, moi je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que le masque en tissu est tellement plus agréable et ça évite effectivement toute cette pollution annexe. Il est aussi respirant qu'un masque jetable ? Oui, c'est vraiment une question de tissu et la qualité du tissu, l'épaisseur du tissu, les recommandations étant souvent, et je suis d'accord, la popeline de coton qui est respirante et en même temps qui est tissée suffisamment fin, suffisamment serrée pour se protéger, et une double épaisseur du tissu. Oui. Après, il faut les laver effectivement très régulièrement. Oui. Et à bonne température. Comment est-ce qu'on lave un masque en tissu, puisqu'on y est? Deux solutions. Alors, une solution très simple que j'utilise assez souvent, c'est lorsqu'on rentre avec son masque, c'est de mettre son masque dans une casserole d'eau, avec un petit peu de vinaigre par exemple, et puis couvrir la casserole, mettre à bouillir, et il suffit de faire bouillir quelques instants, et après éteindre le feu, laisser le masque dans l'eau jusqu'à ce que la température soit tiède. Ensuite, bien le rincer, et après le laver normalement, ou je dirais qu'il n'y a pas besoin de laver à ce moment-là. Ouais, le laisser sécher. Et puis... Tout à fait, le laisser sécher à l'air libre. Et puis sinon, c'est le mettre en machine. Alors, idéalement avec un cycle court, mais qui ait une partie à 60 degrés. D'accord. Voilà. Dans ton livre, il y a aussi des recettes de ce qu'on appelle maintenant le batch cooking, qui permet en fait d'éviter un certain nombre de déchets au niveau alimentaire. C'est vrai que les déchets alimentaires ont un énorme impact, je crois, sur les gaz à effet de serre au niveau de la planète. Je crois que s'ils sont responsables de 1/3, il me semble, des gaz à effet de serre. J'avais vu un chiffre qui me paraissait mais monumental. Oui. Comment est-ce qu'on peut optimiser sa cuisine, les restes, etc. Est-ce que le batch cooking, le fait de préparer comme ça à l'avance des recettes, est une solution ? Oui, c'est une solution qui est en fait très simple à mettre en place. Oui. Une fois de plus, on n'est pas obligé d'être parfait dans sa façon de faire les choses. Le batch cooking, quand on y pense, c'est un peu ce que faisaient nos arrière-grand-mères, certainement même nos grands-mères, c'est-à-dire voir un peu ce qu'on va manger dans la semaine, donc mettre des menus en place avec des bases que l'on peut se resservir. Donc par exemple, on va parler du pot-au-feu. Bon, c'est pas forcément idéal pour les véganes ou les végétariens, mais c'est un exemple qui est facile à comprendre. C'est qu'avec un pot-au-feu, on fait donc un grand plat, on en prépare avec de plus grande quantité. Ensuite, on fait un hachis parmentier, on fait des potages. Avec les légumes, on peut aussi les accommoder avec un morceau de lard du pot-au-feu. Donc, on peut faire plusieurs repas, ce qui est plutôt facilitant dans notre vie rapide, et qui ne demande pas forcément une grande gestion de cuisine. Ou on peut aussi se dire, je cuisine une après-midi par semaine, ou pendant au moins 2 heures, c'est assez juste souvent, mais c'est plutôt 3 heures, je dirais. En 3 heures de temps, on peut combiner des repas, soit tout préparé que l'on met de côté, ou soit des bases de repas que l'on combine d'une certaine façon. Et c'est vrai que ça peut éviter énormément les déchets au niveau alimentaire, et ça permet de s'organiser et de faciliter notre vie au quotidien, tout simplement. Oui. Alors dans ton livre, tu as une 50aine de fiches qui sont des astuces à la fois do it yourself, des recettes qui sont très bien faites puisque c'est noté aussi par difficulté et temps pour les réaliser. J'aimerais bien qu'on passe aussi un peu au placard, du côté de nos vêtements, où là tu as été aussi inspirée par une homonyme mais japonaise, Marie Kondo, pas Marie Touffet mais Marie Kondo, qui elle propose des solutions, et tout le monde la connaît, c'est vraiment la reine du rangement. Toi, dans nos placards, qu'est-ce que tu suggères pour bien gérer finalement nos vêtements en mode un peu plus zéro déchet ? Alors, moi, je pense que ce qui est important, c'est déjà de regarder ce qu'on a dans nos placards et de faire un tri. C'est-à-dire, une fois de plus, comme on a vu au début, c'est de garder seulement ce qui nous est utile, ce qui nous met en joie. Donc, quelle que soit la quantité. Ensuite, quelque chose de très efficace, c'est de faire par saison une garde-robe et de
idéalement, d'avoir une garde-robe qui permet de interchanger toutes les pièces de sa garde-robe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'achète un objet, un vêtement, je sais que ce vêtement, je vais pouvoir l'accommoder pratiquement avec toutes les pièces que j'ai dans mon placard. Donc ça veut dire avoir une bonne base de basique, avec des couleurs assez neutres, et amener des petites touches dans les accessoires, dans certains vêtements, mais qui toujours pourront s'interchanger. Et avoir un beau visuel, en fait. C'est un peu quand on rentre dans une boutique, quand on rentre dans son dressing ou que l'on ouvre son placard, se dire c'est agréable, c'est clair, je vois tout ce qu'il y a. Donc du coup les choses sont rangées avec efficacité et sont agréables. Donc du coup il y a un plaisir. Alors que si c'est le bazar et si il y a une partie que l'on n'aime plus, ça pollue le tout. Et donc on ouvre sa garde-robe, on se dit j'en ai rien à porter. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur le net ou on va faire des boutiques pour amener plus de vêtements et en fait on aggrave le problème. Exactement. Ouais. Donc ça ce sont des petites astuces assez simples, mais il faut s'y coller quoi. Il faut s'y coller et une fois de plus, il faut partir de zéro, c'est-à-dire de vraiment désencombrer, faire le tri et faire un démarrage à neuf. Aujourd'hui, quand on voyage, c'est pas toujours évident d'être zéro déchet. Qu'est-ce que tu pourrais recommander en voyage comme vraiment règle à mettre en place? Alors, quand je conçois ma valise, je me dis déjà sous le mode du dressing zéro déchet, je fais vraiment le minimum au niveau des vêtements et je vais faire en sorte que tout s'interchange. Au niveau de mon sac de toilette, je me dis quel est le produit qui va être le plus efficace pour faire plusieurs choses. Pour moi, par exemple, l'huile de coco, en vacances, elle est super intéressante puisqu'avec l'huile de coco, je peux faire du dentifrice, je peux la mettre sur mon visage, je peux la mettre sur mes cheveux. Vraiment, c'est super. Donc moi, je pars avec l'huile de coco, avec du bicarbonate de soude, avec de l'argile, parce que là, c'est bien pour la pharmacie autant que pour la cosmétique. Oui. Et savon, un bon savon, un savon de Marseille, un savon d'Alep, un savon artisanal qui est bon et pour la peau et qui peut éventuellement me permettre de laver sur le pouce un vêtement. D'accord. Et puis un shampoing solide. Qu'est-ce que tu fais avec le bicarbonate de soude en voyage? Alors avec le bicarbonate de soude, je peux le mélanger avec l'huile de coco et en faire un dentifrice qui est un petit peu plus abrasif, même si je peux tout à fait me laver les dents avec de l'huile de coco, tout simplement. D'accord. Oui. Alors l'huile de coco, elle vient aussi quand même de loin, donc c'est ça. On la garde mais en petite quantité, j'imagine. C'est ça. Pour moi, c'est un produit qu'on peut utiliser justement pour les vacances et puis se dire que plutôt au quotidien, je vais plutôt favoriser des huiles qui sont plutôt locales. Oui. Alors, tu as monté ta propre entreprise, je le disais en introduction, Amatera Création. On peut te retrouver, on parlera de ton site internet tout à l'heure, amacreation.fr. Tu fais des créations upcyclées, que ce soit effectivement, on parlait des masques tout à l'heure, mais aussi des produits de textile pour la cuisine ou des lingettes démaquillantes. Oui. Quels sont les produits qui aujourd'hui plaisent le plus et qui fonctionnent vraiment bien et que les gens achètent le plus ? Alors, dans la gamme de produits que je propose, je dirais que l'incontournable, c'est le sac à vrac, l'éponge lavable, la charlotte couvre-plat. Ce serait vraiment les trois incontournables. La charlotte couvre-plat, c'est oui. ça. Alors, qu'est-ce que c'est une charlotte couvre-plat ? Alors, on connaît tous la charlotte de douche. Oui. Eh bien, c'est quasiment la même chose, mais qui est adaptée en taille pour couvrir ses plats. Donc, c'est une solution très pratique, très facile pour éviter le film plastique, le papier aluminium. On peut recouvrir lorsqu'on sort pour un pique-nique une quiche ou qu'on amène une quiche chez des amis, une salade et tous ces restes, ça évite des restes importants de les transmuter dans des boîtes en plastique souvent et de se dire je recouvre simplement le plat, la casserole et hop au frigidaire. Super. Voilà. Donc ça fait partie des produits qui fonctionnent bien. Oui, et ça c'est plutôt pour la cuisine. Après pour la cosmétique, la lingette démaquillante, c'est un grand incontournable quand on voit l'impact écologique du coton et du coton démaquillant qui en fait n'est pas nécessaire. On peut vraiment l'éviter. Ah ben, quelle matière tu utilises pour faire tes lingettes démaquillantes, toi ? Alors
dans ma gamme upcyclée, ça va être des matières qui sont des récupérations, par exemple, de pyjamas. Oui. Donc les pyjamas chez les nouveau-nés ou même les un peu plus grands qui sont en très bon état, où les pieds sont souvent très usés puisque nos petits bouts ont tendance à marcher beaucoup avec leurs pyjamas. Donc quelquefois on peut pas les donner. Et puis moi je les recycle. Je recycle la partie qui est vraiment en bon état. Ça fait des lingettes démaquillantes formidables. Mm-hmm. Ou alors ça va être la micropolaire, la microfibre ou de l'éponge de toilette. Une fois de plus, des éponges de toilette qui ont été offertes et qui n'ont pas été utilisées ou très peu utilisées que je recycle dans cette gamme. D'accord. Tu utilises à la fois des produits effectivement upcyclés, des tissus qui ont déjà servi, que tu recycles, oui. Et aussi tu achètes des textiles en coton bio avec des matières qui sont souvent produites en France, comme par exemple le lin, typiquement. Oui. Alors oui, effectivement, j'ai une gamme intemporelle avec une seule couleur pour le moment, parce que dans ma démarche, c'est pas non plus de proposer trop de choix et de rentrer toujours encore dans cette consommation, mais de proposer donc un produit dans cette gamme qui est sourcé avec le moins d'impact possible sur le produit sur la planète. Oui. Donc le lin est cultivé en France, tissé en France, il est teint à 20 minutes de chez moi, dans une petite entreprise très éthique. Dans le Pays Basque. Au Pays Basque, donc c'est un plaisir de travailler ensemble. Et vraiment, le coton, bon, forcément le coton n'est pas local, il est bio, ça c'est impératif pour moi. Et puis la mercerie, c'est trouver une mercerie qui aussi vient de France, conçue par des entreprises françaises. D'accord. En conclusion, on arrive à la fin de ce podcast. Marie Touffet, un conseil pour motiver les troupes là pour aller poursuivre soit la démarche dans le zéro déchet, soit démarrer, soit aller plus loin. Qu'est-ce qui pourrait donner envie à nos auditrices et nos auditeurs ? En fait, vraiment, vous pouvez participer à changer les choses. Ne croyez pas qu'un seul petit individu, on connaît la phrase, ne peut pas changer le monde, parce qu'il suffit il suffit de beaucoup d'individus faisant une petite action pour vraiment changer les choses. Et commencer par quelque chose qui n'est pas difficile, trouver une porte d'entrée, quelle que soit la porte d'entrée, vous verrez, c'est pas difficile. Cette action est aussi militante, c'est parce que même si parfois tous ces petits gestes, on l'a dit souvent avec Pierre Rabhi, Nicolas Hulot, tous ces éco-gestes peuvent paraître parfois anecdotiques au regard des enjeux qui nous attendent et qu'on demande beaucoup aux citoyens, finalement des petites actions, alors qu'il y a des grands industriels qui ont un impact énorme, ou le numérique typiquement. On sait que c'est aussi parce qu'on se met en route et qu'il y a une demande qu'on a un impact important aussi sur l'offre, évidemment. Mais complètement. Coluche le disait très bien. Il suffirait juste qu'on arrête d'acheter quelque chose pour qu'il ne soit pas produit. Oui, c'est ça. Moi, j'aime la notion de consomme-acteur, c'est-à-dire se dire à chaque fois qu'on achète un produit, ok, il vient d'où ce produit ? Juste se poser cette question-là. Comment il a été fabriqué ? Est-ce que j'ai un autre choix ? Par qui ? Par qui il a été fabriqué ? Où ? Est-ce qu'il y a une autre alternative dans le même magasin qui aurait un impact moindre ? Même si c'est pas parfait, déjà commencer à choisir entre 3 produits et choisir le meilleur. Même si ce meilleur n'est pas encore très écologique, il sera déjà plus écologique que le premier. Donc vraiment, j'encourage les gens à vraiment se poser les bonnes questions. Tout à fait. Écoute, Marie Touffet, merci infiniment pour ce podcast. Je rappelle le titre de ton livre aux éditions Erol, 3 semaines pour diminuer mes déchets, avec 50 fiches simples et efficaces pour enclencher un processus durable. On peut te retrouver ainsi que tes créations très jolies upcyclées zéro déchet sur ton site amaterracreation.fr et sur tes réseaux sociaux. On a décidé, je te remercie pour ça, à l'issue de ce podcast, que tu fasses gagner un kit, un petit kit upcyclé sur l'Instagram Métamorphose Podcast. Alors, toutes à vos comptes pour découvrir aussi les jolies créations de Marie. Aussi un coup de pouce pour cette jeune entreprise qui démarre au passage. Voilà, merci beaucoup Marie. Merci à toi Anne. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.